pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que c'était une expérience qui va coûter extrêmement cher. On était à 6 milliards, on est à 16. Je vous parie que dans quelques années, on sera à 25. Et à mon avis, tant qu'on n'est pas à 32, on n'est pas au bon chiffre. Et c'est une avancée, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander tout de suite 25 milliards, donc on en demande 6. Puis après, on dit aux gens, ah ben maintenant c'est 16, mais maintenant que vous avez mis 6, vous pouvez mettre 16. Et le jour où on vous demandera 25, on dira, bah, plus vous avez mis 16, vous n'allez quand même pas abandonner, vous allez mettre 25. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les mettre, mais ça a été mal emmanché, ce truc-là. C'est-à-dire que ça devait être un programme international. C'est-à-dire toucher tous les pays. Tous les pays devaient mettre au pot, si vous voulez. Parce que globalement, une fois qu'on aura le retour, tout le monde aura le retour. Hein, on ne monnaillera pas. C'est de la recherche fondamentale. Hein. Donc, on aurait dû avoir beaucoup plus d'investisseurs plutôt qu'encore une fois, les Français faire le cocorico en disant « Ah bah puisque vous ne voulez pas y aller, nous on va y aller, et voilà. Bon. » De toute façon, on le mettait à Cadarache, parce que les physiciens nucléaires, entre travailler à Aix-en-Provence ou travailler dans le nord d'une île où il y a de la neige 6 mois par an, le choix était vite fait. Hein. Donc de toute façon, le site de Cadarache, il aurait été pris. Hein. Donc je trouve qu'on a été un peu vite et que du coup, on mobilise beaucoup d'argent de recherche française là-dessus, voire européenne d'ailleurs, hein, et qu'on va laisser tomber d'autres pans, largement aussi intéressants, pour alimenter ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est la façon, si vous voulez, dont ça a été construit et accepté qui, à mon sens, n'était pas bonne. Oui. Il y a un peu une escroquerie à la base. Michel. J'ajouterai un peu à ce que tu dis, Jacques. C'est une très belle expérience de physique, il faut la faire. Oui, mais oui. Le terme réacteur expérimental me semble un peu usurpé, exagéré. Parce que quand même, si on veut envoyer des électrons dans le réseau EDF, il faudra faire de la vapeur à un moment. Ah oui, oui. Le moyen de la faire, c'est de récupérer l'énergie, enfin les neutrons de 14 mètres dans la couverture qu'on a vu. Or, ça, c'est pas un problème trivial du tout. Non. Comment va-t-on transformer l'énergie des neutrons de 14 mètres en vapeur pour faire des électrons, quoi. Alors, je me demande si on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs. Il fallait peut-être commencer par essayer de voir comment on fait avec des neutrons de 14 mètres. J'ai travaillé dessus. Pour les domestiquer, ces bestiaux, c'est pas évident. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, on ne sait pas du tout comment on va sortir le moindre électron là-dedans pour arriver dans le réseau. Cela dit, c'est quand même c'est une belle manip, oui. Extraordinaire. Ah oui, oui, non mais ça là-dessus on est d'accord. La fission, si j'avais à refaire, je ferais de la fusion maintenant. Oui. Mais le terme est un peu usurpé. Oui, oui. En France, on est comme ça, on en supplie. On a une idée, puis on l'abandonne après, alors c'est dommage. Ah non, on n'a pas dit que c'était abandonné, ça tourne, hein, le chantier continue, hein, on est en chantier seulement. Hein. Il y a pas mal de pays qui financent. Moi j'ai des tas de gens qui me demandent de visiter, est-ce qu'on peut visiter ITER, est-ce qu'on peut visiter ITER, je dis bah oui, vous mettez des bottes, vous voyez la boue là, et puis voilà. C'est un chantier pour l'instant, hein, c'est pas, ça commence. Hein. Non, on va le faire de toute façon, il va être fait. Il sera fait, quel que soit le nombre de milliards, il sera fait. Je vais vous entendre, c'est pas sûr. Mais, oh si, je pense. 25 milliards, c'est le coût du transport Grand Paris. Oui. On fait des choix, quoi, oui. Quels sont les principes, ou les principes sur lesquels on se base pour avoir l'âge du Big Bang? Quand on dit 13,7, ça suppose que c'est assez précis. Constante de Hubble. C'est la constante de Hubble. Le début de la nucléosynthèse, où on annonce, je ne sais plus combien, 380 000 ans. Oui. Après le Big Bang. C'est un ton de précision aussi important. Alors, l'âge de la remontée là, au Big Bang, c'est la constante de Hubble qui dit, puisqu'elle traduit en fait l'explosion, c'est-à-dire la dynamique de tous ces super amas de galaxies qui s'éloignent les uns des autres. Si vous changez un tout petit peu la valeur de la constante, vous changez l'âge de l'univers. Hein, bon. Alors, deuxièmement, après, bon, les années, c'est simple, c'est un problème de température. C'est-à-dire ce que vous avez vu correspond à des stades de température qui correspondent en fait à des stades de formation. Donc, à partir de là, vous estimez, vous partez en gros d'un volume extrêmement faible, et puis au fur et à mesure que l'univers s'étend, la température diminue. Oui, on n'a pas la température du début. Et puis, on l'a estimé à, pareil, dans les 10 puissance 30 Kelvin quand même. Je pensais que c'était plus facile Mais, dans l'autre sens, c'est celle de maintenant. Oui, voilà, mais vous avez vu, je vous ai dit, on part du point d'interrogation. Enfin, si vous étiez là au début, vous l'avez vu, on part d'un point d'interrogation, c'est-à-dire on part de l'inconnu. Hein. Et en fait, quand on est là, les millionièmes de secondes depuis les années, etc., ça correspond à des domaines de température donnés dans lesquels il faut se trouver pour faire ce genre de réaction. Voilà. Mais on a été longtemps dans l'inconnu. Hein. Ce que je disais sur la supernova de 1987, là, ça fait avancer le schmilblick, hein, parce que
Ah, on s'est dit, voilà, on peut s'appuyer sur une expérience, enfin, quoi. Parce que les géologues se moquent un petit peu des astronomes. Les géologues disent quand on avait trouvé 2 milliards d'amis à la Terre, vous alliez trouver 3 milliards pour l'univers. Quand on a trouvé 4, maintenant qu'on est à 4,7 pour la Terre, c'est un petit peu plus facile pour les géologues, comme un indice. Oui. La nucléaire et la radioactivité, etc. Ah bah c'est la mesure de la radioactivité qui a permis de faire avancer les choses. Hein. Vous trouvez 4,7. Oui, à peu près, oui. Oui. Mais ça, bon, c'est pas fixe non plus. Hein. Et ça dépend de la valeur de la constante de Hubble, donc de ce qu'on prend comme valeur précise, quoi. Pourquoi il faut faire les réactions sont exothermiques et qu'au fer, ça Non. Non. Non, ça change pas. Ça continue à être exothermique. Ah bah absolument, je dis, il n'y a pas d'exception. Pour une fois qu'il n'y a pas d'exception. Il y avait une question par là, non? Vous semblez très pessimiste sur ITER et également sur la microfusion. Pourquoi? Ah non, je ne suis pas pessimiste. Non, non, non. Enfin, non, je dis... raisonnable, Ah oui, oui, ah bah oui. Non, mais ça c'est pas moi qui ai dit. On vous dit ITER, ça va aller jusqu'en 2040-2050. Oui. Donc ça veut dire montrer que c'est possible. Et la microfusion? Alors, vous savez, il y a Robert Dautrey, à 20 mètres d'ici, c'est-à-dire dans l'amphicé, dans lequel on aurait pu être ce soir, qui a expliqué un jour, c'était pour les 50 ans de la pile de Fermi. La seule manifestation en France qu'il y ait eu pour les 50 ans de la pile de Fermi était au conservatoire. Bon. Et il a dit, vous allez facilement comprendre la différence entre la fission et la fusion, le réacteur à fission et le réacteur à fusion. L'acteur principal dans un réacteur à fission, c'est le neutron. Et les neutrons, ils sont indépendants les uns des autres. Donc vous faites un petit réacteur à 1 watt, vous le faites marcher, tout ça, vous voyez que ça fait de l'énergie et tout. Pour faire un réacteur à 1 milliard de watts, vous multipliez les paramètres par 1 milliard. L'acteur de la fusion, c'est le proton. Et les protons ne sont pas indépendants les uns des autres. Et donc, si vous voulez faire un réacteur à 1 milliard de watts, il faut que votre prototype il fasse 1 milliard de watts. Ben, ça change la donne. Ça change la donne. Donc, oui, je ne suis pas optimiste pour qu'on voit tous autant qu'on est, même s'il y avait des enfants ici, un parc de réacteurs à fusion de notre vivant, sauf si on vit 200 ans. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer non plus. Hein, bon. Mais il y en a qui disent que si on réussit bien les réacteurs de 4e génération, c'est-à-dire à faire du nucléaire une énergie renouvelable, on refabrique du combustible au fur et à mesure. En gros, Super Phoenix, on nous a fait supprimer pour que maintenant les Américains puissent le faire, eh bien, on s'interroge sur ces réacteurs à fusion, du coup. Hein. Mais parce qu'on était dans cette logique-là, hein, d'avoir une énergie inépuisable. Ça sera le cas à ce moment-là, pas inépuisable quand même, mais on changerait beaucoup la donne. Donc voilà, pas pessimiste, mais c'est pas pour nous, non, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Quelle est la proportion des déchets dans la fusion par rapport à la fission? Je vous l'ai mis sur la planche en termes de radioactivité, autant de becquerel par kilowatt fourni. Autant. Sauf que c'est pas si simple quand même. C'est pas les mêmes. Quand j'ai fait ma chronique, j'avais envoyé ça à une de mes amies, qui est une béotienne aussi, qui elle me dit, oh dis donc, tes neutrons d'activation de 14 MeV, bof, j'ai pas compris grand chose et tout. Ben, je lui dis, écoute, voilà, c'est simple. Tu prends ta cocotte minute, dans ta cuisine, c'est ton réacteur. Le réacteur à fission, tout reste dans la cocotte minute. Donc bon, après, il faut traiter tout ça, bon d'accord, mais bon, la sauce est très radioactive. Il y en a un peu aussi dans la paroi, mais à peine de la cocotte. Bon, tu fais un réacteur à fusion avec ta cocotte minute, tu as de la radioactivité dans toute la maison, dans tous les murs, partout. Je dis voilà la différence. Voilà ce que c'est les neutrons de 14 mètres. Elle dit ah bah j'ai compris. Je dis oui mais enfin je peux pas écrire ça comme ça non plus dans mon truc. Bon. Mais voilà, c'est ça. Mais donc il y a autant de radioactivité, mais en radioactivité. Puis le tritium c'est une saloperie aussi parce que c'est l'hydrogène, c'est tout petit, ça passe n'importe où. Enfin c'est pas si évident. Tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait peu de lithium. Ça m'inquiète pas pour ITER, le peu de lithium, ça m'inquiète plus pour toutes les batteries qu'on doit faire dans l'avenir. Parce que là, il y a peu de lithium, on l'a vu, pourquoi hein. C'est vrai qu'il y a peu de lithium. Est-ce que c'est pas aberrant de faire des
C'est comme tout, on est en train d'épuiser le lithium, et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Hein. On peut peut-être récupérer, oui. Le tritium, il est naturel, hein, quand même. Oui. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est pas une saloperie qui est très mobile et qui est... C'est le moins... En termes de radiotoxicité, oui, je suis d'accord. toxique. Je suis d'accord. En radiotoxicité, c'est pas grand-chose. J'avais fait une conférence là-dessus et je montrais que pour avoir en gros la différence, pour prendre en termes de radioactivité, d'irradiation, la différence entre 0 et 100 mètres, hein, c'est-à-dire le gars qui habite à 0 au bord de la mer et celui qui est sur la falaise. Donc celui qui est sur la falaise prend plus de radioactivité de façon naturelle hein, que l'autre. Et pour arriver à avoir ça avec du tritium, il fallait manger 1,5 tonne de viande par jour, enfin, tous les jours de l'année, boire 2 mètres cubes de lait, tous les jours.